Salut tout le monde, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, j'avais déjà fait une vidéo Dream Build de 2005 et bien cette fois-ci on passe à l'année juste avant avec l'année 2004. C'était une très bonne année au niveau hardware mais aussi pour le jeu vidéo, on a eu des jeux vidéo vraiment exceptionnels, je pense notamment à Half-Life 2 qui fait partie de mes jeux préférés. On avait eu le tout premier Far Cry que je trouve incroyable personnellement, c'est le Far Cry que je préfère. Il y en a eu plein d'autres, j'ai pas tous les listés, mais vraiment 2004 avec l'année 2007, ça fait partie vraiment des années incroyables pour le jeu vidéo. Donc forcément, j'étais assez pressé de pouvoir me faire une machine contemporaine à cette année 2004. Ça me permettra de faire du rétro gaming dessus, et bien entendu, une vidéo que je pense très intéressante, que ce soit pour moi ou pour vous. Puis il y a certains composants que je suis vraiment pressé de tester, que j'ai eu dans le dernier unboxing que j'ai fait, c'était le unboxing de Noël. Il y a notamment les barrettes Corsair Pro Series avec leur RGB, on va dire plutôt l'ancêtre du RGB, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, je suis vraiment pressé de tester tout ça. Je vous annonce déjà que ce PC va être un très gros PC de l'année 2004, mais je vous fais pas attendre plus longtemps, on voit ça tout de suite en images. On commence par le processeur, j'ai choisi d'y mettre un processeur AMD Athlon 64 4000+, en socket 939. Il s'agit d'un processeur monocore cadencé à 2,4 GHz. En micro-architecture San Diego, il y avait un petit peu mieux avec les Athlon FX 53 et 55. L'Athlon FX 53 est identique à l'Athlon 4000+, c'est juste que son coefficient multiplicateur est débloqué. Et concernant l'Athlon FX 55, il est lui cadencé à 2,6 GHz, mais c'est pas un problème parce que mon Athlon 4000+, et ben je l'ai overclocké à 2,6 GHz, ce qui nous donne exactement les mêmes performances que le FX 55. Donc grâce à ce petit overclocking, j'ai triché pour avoir l'équivalence d'un Athlon FX 55. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai choisi une carte mère en micro ATX pour aller dans le boîtier que j'ai choisi. Il s'agit d'une ASRock 939A785G. Sa particularité, c'est qu'elle embarque une petite puce graphique avec laquelle il est possible de faire un Crossfire hybride. Je vous l'avais présenté dans le unboxing de Noël, je vais pas m'étaler plus dessus, je vais juste dire que je triche un petit peu parce qu'elle n'est pas de 2004. Mais si je l'ai choisi, c'est tout simplement que c'était ma seule carte mère en 939 micro ATX qui avait toute la connectique dont j'avais besoin pour cette vidéo. Et en plus de ça, ça me permettra de réutiliser cette config pour tester ce fameux Crossfire hybride qui m'intrigue beaucoup. On passe maintenant à la mémoire RAM et celle-là vraiment je suis pressé de la tester. Il s'agit des fameuses barrettes de DDR400 MHz Corsair Pro Series. Et si je suis pressé de les tester parce que je suis un petit Jackie et que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ce fameux RGB. Comme la carte mère, je vous les avais présentées rapidement dans mon unboxing de Noël. Elles ont des petites LED de couleur à l'arrière qui s'éclairent en fonction de la charge de la barrette mémoire et je trouve ça vraiment stylé. De ces barrettes mémoire, j'en possède 4 qui ont 256 mégas de capacité, ce qui nous donne donc 2 Go de DDR cadencé à 400 MHz pour ce PC. Je parle rarement de stockage, mais cette fois-ci j'ai des choses intéressantes à dire. Le disque dur que j'y ai mis est un Western Digital Raptor WD360. C'est un disque dur qui a 36 Go de stockage, c'est pas énorme mais ça suffit pour mettre XP et quelques jeux, mais si je vous en parle c'est plutôt pour autre chose. Généralement les disques durs tournent à 7200 tours par minute, celui-ci tourne à 10 000 tours minute. On a aussi une mémoire cache qui est doublée et ça nous permet donc d'avoir des meilleures performances que les disques durs classiques pour ce qui est de la lecture ou de l'écriture des données. Et à une époque où le SSD n'est pas encore disponible pour le grand public, c'est peut-être la meilleure solution de stockage que l'on pouvait avoir en 2004. On passe maintenant à la carte graphique et pour accompagner un si bon PC, il me fallait vraiment une petite bombe et cette petite bombe, je l'ai trouvée du côté d'ATI. Il s'agit de l'ATI X850 XT qui est sorti en fin d'année 2004. Elle embarque un GPU R480 qui est cadencé à 520 MHz et gravé en 130 nanomètres. En ce qui concerne la mémoire, cette carte graphique embarque 256 MB de GDDR3 cadencé à 540 MHz. Le modèle que je possède est une Founders à la base, mais le refroidissement a été changé. Il s'agit d'un refroidissement custom qui était vendu séparément par Arctic Cooling et que l'on pouvait mettre sur sa carte. Et ça c'est vraiment une très bonne chose parce que à l'origine le refroidissement était vraiment pas terrible, il fonctionnait plutôt bien pour ce qui est de refroidir, mais par contre il était assez bruyant. En plus de ça, celui-ci possède une grosse backplate en aluminium qui me permet de refroidir les puces mémoire qui se trouvent au dos de la carte. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça me permettra d'avoir une carte à la fois très bien refroidie mais surtout silencieuse et ça fait vraiment plaisir. Pour donner un peu plus de piment à la vidéo, j'ai opposé la X850 d'ATI à une 7600 GT d'NVIDIA. Il s'agit d'une carte graphique milieu de gamme qui est sortie environ 2 ans après la X850. J'aurais préféré lui opposer une GeForce 6800, malheureusement j'en ai pas qui fonctionne sous la main, donc je vais lui opposer cette carte là. Cette 7600 elle est donc sortie en 2006, elle embarque un GPU G73 gravé en 90 nanomètres, le tout cadencé à 560 MHz, accompagné là aussi par 256 MB de GDDR3, mais
mais à une fréquence qui est plus élevée de 700 MHz. Si je lui oppose cette carte là, c'est parce que déjà je l'ai sous la main et surtout sur le papier, elles ont l'air d'être vraiment très proches. Je vais vous parler du boîtier dans lequel je vais faire ce PC. J'en parle rarement aussi des boîtiers, mais celui-ci je le trouve tellement bien fait que je voulais vous en parler tout simplement. Il s'agit d'un Antec Mini P180. Comme pour la carte mère, je triche un peu parce que ce boîtier vient de la toute fin de la décennie 2000. Il s'agit d'un boîtier qui est en micro ATX avec un énorme ventilateur sur le dessus de 20 cm et un ventilateur en 120 mm à l'arrière. Il est plutôt bien fini, on a un cache pour l'alimentation. Ce qui est bien fait, c'est que pour les ventilateurs, on a des commutateurs pour choisir la vitesse. Il est plutôt bien foutu pour le câble management et surtout là où je trouve que c'est vraiment bien pensé, c'est pour les disques durs. On a deux racks à disques durs, un en haut, un en bas et les deux sont amovibles. En plus de ça, au niveau des fixations pour les disques durs, on a des plots anti-vibration et ça c'est vraiment pas trop quand on utilise un Western Digital Raptor. C'est vraiment bien pensé notamment pour le rack du bas parce que ça permet de le retirer si jamais on a une carte graphique qui est un petit peu longue. Et on voit l'attention du détail qui a été portée par Antec pour ce boîtier là parce que sur le rack du haut, derrière on a une petite boîte qui nous permet de ranger la visserie que l'on n'utilise pas. Ça je trouve que c'est vraiment malin et on devrait avoir ça bien plus souvent dans nos boîtiers. Bref, tout ça pour dire que ce boîtier il est vraiment bien foutu, même si de nos jours j'aime pas du tout les boîtiers Antec, je les trouve vraiment pas terribles, mais celui-ci je le trouve vraiment très bien pensé. Vous connaissez maintenant tous les composants que je vais y mettre, on passe à une séquence de montage et on se retrouve juste après. Le montage est terminé, vous l'avez vu dans ce que je vous ai pas montré, j'ai mis une Sound Blaster live. C'est pour faire un petit hommage à Simon Wu, désolé pour la prononciation. Il s'agit de l'homme qui a l'initiative du lancement des cartes Sound Blaster et qui est décédé récemment. En tout cas, ce PC est terminé, je vous montre maintenant ce que ça donne en image et vous allez voir, je trouve qu'il a de la gueule. Je sais pas vous, mais je trouve vraiment qu'il a de la gueule et en plus de ça, ces barrettes de RAM ajoutent vraiment quelque chose de très intéressant visuellement parlant. Bref, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, on passe maintenant au test. Pour les tests, on va commencer avec Half-Life 2. J'ai trouvé une version qui est contemporaine au PC, c'est-à-dire une version originale de 2004. Pour ce qui est des réglages, vous le voyez, c'est assez différent des versions actuelles de Half-Life 2. J'ai fait un premier passage réglé en 720p, tous les réglages à fond, anti-aliasing x4. Alors pourquoi je me suis embêté à trouver une version de 2004, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que les versions que l'on a actuellement sur Steam de Half-Life 2 sont assez différentes au niveau des paramètres graphiques. C'est en réalité une version mise à jour du moteur source qui date de la deuxième extension de Half-Life 2. Donc cette mise à jour a forcément suivi le hardware que l'on avait à l'époque, ce qui fait que c'est une version qui est un petit peu plus lourde que la version de 2004. Pour avoir un passage à l'identique étant donné qu'il n'y a pas de benchmark, Lost Coast n'était pas encore disponible avec cette version là du jeu, j'utilise une scène scriptée en guise de benchmark.
Étant donné que je fais ça avec MSI Afterburner, j'aurai pas des résultats chiffrés, donc faut comparer en direct. Vous avez donc l'ATI Radeon X850 XT qui est à gauche et la Nvidia GeForce 7600 GT à droite. Clairement, je pense que l'on est bottleneck, hein, que ce soit avec la Radeon ou encore la GeForce, on a exactement le même framerate. Par contre, ne faites pas trop attention au CPU qui est à 100%, je pense que j'ai un bug avec MSI Afterburner parce qu'il me l'affiche tout le temps à 100%. Que je sois dans un jeu ou même dans le menu, que j'ai fait pause ou pas, il est tout le temps à 100%, mais par contre dans ce cas-là, c'est peut-être vrai qu'il soit à 100% étant donné qu'on est bottleneck. Étant donné qu'on a exactement les mêmes résultats, j'ai refait un passage en 1080p avec tous les réglages à fond. C'est les mêmes réglages, il y a juste la résolution que j'ai augmentée. En 1080p, on a toujours un bottleneck qui est relativement présent, mais ça permet de différencier les deux cartes graphiques au niveau des performances et on peut se rendre compte que la Radeon est légèrement devant. Je trouve quand même étonnant qu'on ait un bottleneck aussi important étant donné qu'on a quand même peut-être le processeur qui était le plus performant. Vu que je l'ai overclocké, on a à peu près les performances du FX 55. Vraiment, ça me surprend, surtout quand on sait à quel prix était vendu ce genre de processeur. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est les cartes graphiques qui étaient trop performantes ou bien le processeur qui est à la ramasse? Bref, c'est dur à dire. En tout cas, l'avantage pour la carte d'ATI se confirme, on a des meilleures performances. Par contre, je suis assez bluffé de voir que ces cartes arrivent à faire tourner Half-Life 2 en 1080p sans broncher. On est en moyenne largement au-dessus des 60 fps, je dirais plutôt une moyenne à 70 fps, vraiment j'en reviens pas. À cette époque, on utilisait principalement des résolutions en 4 tiers, telles que le 1280 par 1024, on était donc loin de la Full HD. Bref, cette machine s'en sort très bien sur Half-Life 2, on va donc passer au jeu suivant. On passe maintenant sur Doom 3, c'est une version CD que j'ai, donc une version d'époque. J'ai mis les pré-réglages graphiques au maximum et il me met par défaut la résolution 1024 par 728. Le benchmark de Doom est un petit peu particulier parce que c'est pas un benchmark qui va compter le nombre d'images par seconde. En gros, il va mesurer le temps qu'il lui faut pour calculer un certain nombre d'images dans le jeu et plus votre PC sera capable d'afficher d'images par seconde et plus la scène dans le benchmark sera en accéléré. Ce qui est intéressant aussi avec Doom 3, c'est qu'il n'est pas sous DirectX, il fonctionne avec OpenGL. Et ça c'est plutôt intéressant parce que les cartes de Nvidia, que ce soit la génération 6000 ou encore les GeForce 7000, s'en sortent plutôt bien là-dessus. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo, je compte faire une revue de presse pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça. Ça a commencé et vous le voyez, ça va très vite, on a toujours la Radeon à gauche et la GeForce à droite. On voit déjà que la GeForce a de l'avance sur le benchmark, c'est donc qu'elle s'en sort mieux sur ce jeu là. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement sur Doom on n'a pas de bottleneck étant donné qu'on a des résultats différents avec les deux cartes. Alors, la GeForce a déjà terminé, on nous dit qu'on a 98,3 fps de moyenne, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la Radeon, elle a un petit peu de retard, on a un framerate moyen de 84 images par seconde, ce qui est pas mal aussi. Au final, que ce soit l'une ou l'autre, les deux cartes tournent très bien, on a quand même un avantage pour la carte d'Nvidia. Ça suffira pour Doom 3, on passe au jeu suivant. Et il s'agit de Fear, premier du nom. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti en 2005 et qui était assez exigeant pour nos PC. En plus de ça, c'est un jeu qui possède un benchmark intégré au jeu, et ça c'est vraiment l'idéal pour pouvoir tester un PC. Pour les réglages, vous l'avez vu, j'ai tout mis au maximum et il me propose une résolution en 1024 par 768. On va tester pour voir si on a du bottleneck et si c'est le cas, on va augmenter un petit peu la résolution. Alors, encore une fois, c'est kiff-kiff que ce soit avec une carte ou encore avec l'autre, on a à peu près le même framerate. Je vous affiche directement les résultats pour que vous compreniez. On a environ 2 fps moyens d'écart et que ce soit pour les valeurs minimum ou maximum, c'est vraiment presque pareil. On relève un petit peu plus de stabilité avec la 7600 GT, mais vu qu'on a l'air d'être pas mal bottleneck, et ben on va voir comment ça se passe si on augmente la résolution. Cette fois-ci, pour la résolution, j'ai mis du 1050p en gardant tous les autres réglages à l'identique. J'ai mis cette résolution là parce que Fear n'est pas compatible pour le 16 neuvième, donc je ne peux pas mettre 2080p. Déjà cette fois-ci, on peut voir que contrairement à Half-Life 2 avec des grosses résolutions, les cartes graphiques n'arrivent pas à suivre. On a des framerates qui rendent le jeu clairement pas jouable dans ces conditions-là, mais étant donné que mon objectif c'est de les bencher pour savoir laquelle est la meilleure de ces deux cartes, et ben ça fera très bien l'affaire. Voilà les résultats, on peut dire que encore une fois c'est très serré, on a 2 fps d'écart mais vu qu'on est plus bas ça représente un pourcentage plus élevé. On a donc à peu près 9% d'écart entre les deux cartes avec un léger avantage pour la Radeon. Ce qui est bien avec ce benchmark c'est qu'il nous donne la répartition du framerate. Là où en basse résolution c'était plutôt la 7600 qui avait un avantage niveau stabilité, cette fois-ci c'est plutôt du côté de la Radeon. Bref, même en augmentant la résolution finalement c'est assez dur de départager ces deux cartes. Donc je sais pas trop quoi en penser, on va dire que
la Radeon s'en sort mieux avec les grosses résolutions et la GeForce s'en sort mieux quand on est en basse résolution. Mais personnellement, je trouve pas que ces résultats soient vraiment valables ni très intéressants. En tout cas, on va arrêter les tests là, on va passer à une revue de presse pour voir ce qui se disait à l'époque concernant tous ces composants. Pour cette revue de presse, je vais me baser sur les tests qui ont été faits par le site Hardware FR à l'époque, à savoir en 2004. On commence par le test du processeur. Dans le test, c'est intéressant parce qu'ils testent à la fois l'Athlon 64 4000+, ainsi que le FX 55, et s'ils ne le mettent pas dans le titre, il y a aussi le FX 53. Ils commencent leur test par les tests en applicatif avec de nombreux programmes qui ne sont plus vraiment utilisés. On va très rapidement passer dessus, même si j'ai commenté rapidement. Je commencerai en disant que, comme je le disais en introduction, le 4000+ et le FX 53 sont identiques. Même micro-architecture, même finesse de gravure, même fréquence, bref, ils sont identiques. Et ça se voit notamment au niveau des performances, parce que à chaque fois, on a exactement les mêmes résultats, que ce soit pour le 4000+ ou le FX 53. Pour ce qui est des résultats en applicatif, à l'époque, les processeurs Intel Pentium 4 étaient globalement meilleurs, enfin ceux qui étaient hyper tradés en tout cas. Dans ceux qui sortent du lot, on a surtout le Pentium 4 à 3,4 GHz Extreme Edition, qui est quand même au-dessus. Après, je vous avoue que j'ai pas m'étalé plus sur l'applicatif. En moyenne, Intel est meilleur, mais je compte pas faire de l'applicatif avec ce vieux PC. Si j'ai vraiment besoin de bosser, je vais utiliser mon PC qui est moderne tout simplement. On passe donc directement aux résultats en jeu vidéo et vous allez voir que cette fois-ci, ce n'est absolument pas la même. On commence par les résultats qu'ils ont obtenus sur Unreal Tournament 2003, à savoir que c'est quasiment le même que le 2004. On retrouve encore une fois le FX 53 et le 4000+ qui font un score identique à la virgule près. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est les processeurs Intel qui sont tout simplement à la ramasse. C'est-à-dire que même les Pentium 4 Extreme Edition à 3,4 GHz qui donnent les meilleurs scores, ils font pas mieux que le milieu de gamme des Athlon 64. J'aime bien le commentaire qui est fait, il y a noté les Athlon 64 maîtrisent complètement leur sujet sous Unreal Tournament. Alors là, clairement. Sur Far Cry, c'est à peu près pareil, juste les processeurs Intel qui s'en sortent un petit peu mieux. Le rédacteur précise d'ailleurs qu'on a une domination des Athlons sur Far Cry aussi. Sur Warcraft 3, on continue avec les Athlons qui sont devant. Bref, pour ce qui est du gaming, clairement, les processeurs Athlon étaient bien meilleurs. Je vous montre les résultats globaux et on peut voir que clairement, le 4000+ et le FX 53, encore une fois, ils font exactement le même résultat en moyenne. Je me répète, je l'avais dit en introduction, mais la seule différence, c'est que le FX 53 a son coefficient multiplicateur débloqué. Mais en vrai, c'est pas si gênant que ça parce que en jouant avec le FSB, j'ai réussi à rattraper le FX 55 et c'est 2,6 GHz. Pour ce qui est des Pentium 4 dans la moyenne de leurs tests, heureusement qu'il y a les tests en applicatif, ça leur permet de refaire leur retard, mais ça ne permet pas de rattraper le FX 55, ni le 53 d'ailleurs, et ni le 4000+, qui ont une moyenne supérieure de 1% par rapport aux meilleurs des Pentium 4. On va aller voir ce qu'ils nous disent en conclusion. J'ai juste m'arrêter sur les prix parce que vraiment c'est des prix qui sont très élevés. On avait un prix pour le FX 55 de 827 $ et pour le 4000+ de 729 $. Alors là par contre je mets un carton rouge AMD parce que déjà de nos jours si on avait des prix comme ça on trouverait ça élevé, mais en 2004 c'est des prix qui sont stratosphériques. Surtout quand on sait que même avec des processeurs vendus aussi cher, on avait un bottleneck qui était très présent dans les jeux vidéo. Je vous mets maintenant un screenshot de ce qu'ils ont fait en overclocking et on peut voir qu'au niveau des fréquences, le 4000+ arrive quasiment aux mêmes fréquences en overclocking que le FX 55. Ils ont réussi à avoir 2652 MHz avec leur Athlon 4000+ et 2691 MHz pour le FX 55. Quand on sait que le FX 55 est de base à 2600 MHz, c'est vraiment un overclocking qui est minime. Par contre pour le 4000+, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet tout simplement de rattraper le FX 55 même s'il est overclocké. Donc au final, je vois pas trop l'intérêt des gammes FX qui étaient vendues quand même plus cher, 100 € plus cher, et qui faisaient pas mieux en overclocking alors que finalement c'était peut-être leur but étant donné que le coefficient multiplicateur est débloqué. Du coup, je vais être un petit peu plus critique concernant le reste de la conclusion. Ils expliquent que le 4000+ n'a pas des performances qui sont équivalentes à son peer rating alors que le prix est lui très élevé. Et ajoutent que s'ils voulaient le processeur, autant prendre le FX 55. Alors, je comprends vraiment pas cette conclusion étant donné qu'ils ont overclocké le 4000+ et qu'ils ont réussi à rattraper le FX 55. Et j'insiste, ce processeur s'overclock vraiment très facilement. Je pense que j'aurais été à la place du rédacteur, je l'aurais précisé que si vous faites de l'overclocking, mais clairement foncez sur le 4000+, il est bien plus intéressant. Parce que pour 100 € de moins, vous aurez exactement les mêmes performances.
On passe maintenant au test de la X850 XT. Eux, ils ont testé la Platinum Edition. On est toujours sur Hardware FR. De toute manière, dans les tests, on a aussi les résultats qu'ils ont eu avec la XT normale. Un truc que je comprends pas chez Hardware FR, c'est que du coup, ils savent que les processeurs Athlon sont meilleurs, mais pour faire des tests de cartes graphiques en gaming, donc, ils utilisent des processeurs Pentium 4. Drôle de choix, surtout quand on sait que même avec les plus puissants des Athlon, on est bottleneck. On va commencer avec Doom, étant donné que je l'ai testé moi aussi, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que je n'ai absolument pas les mêmes résultats qu'eux. Après, ils précisent pas exactement les réglages qu'ils ont, ils étaient peut-être pas en ultra, mais visiblement ils ont un meilleur framerate que moi. En tout cas, on peut se rendre compte que sur ce jeu-là, là aussi, les cartes Nvidia étaient devant. Eux, ils ont testé avec une 6800 Ultra, j'aurais bien aimé tester avec une 6800 Ultra, mais quand j'ai vu les prix sur le marché de l'occasion, mon cœur s'est tout simplement arrêté de battre et j'ai commencé à faire un malaise. Donc je me suis contenté de la 7600 qui tournait pas si mal que ça d'ailleurs. Donc en 1024 par 768, ils ont eu 102 images par seconde, moi j'ai pas du tout eu ce résultat-là. On avait eu dans les 80 FPS, quand on sait que j'ai un processeur qui est meilleur en gaming que le leur, je trouve ça vraiment bizarre. Sur Half-Life 2, je sais pas comment ils ont fait leur bench étant donné qu'il n'y a pas de bench intégré, mais clairement je peux dire qu'ils étaient bottleneck étant donné qu'il y a moins d'un FPS d'écart entre toutes les cartes ATI. Quant à la 6800 Ultra, elle est un petit peu derrière d'à peu près 10 FPS. Sur le reste des tests, ils sont finalement régulièrement bottleneck, ça se voit notamment sur Unreal Tournament 2004. Forcément à cause du bottleneck qui est très présent, le test est pas super intéressant, je retiendrai tout simplement que les cartes d'ATI sont tout le temps devant, à part sur OpenGL avec Doom 3. Ils expliquent qu'ils trouvent que c'est un produit qui n'apporte pas de gains significatifs par rapport au produit précédent. Mais en même temps, les gars, c'est normal, vous êtes bottleneck sur les 3/4 de vos tests, c'est logique que vous voyez pas d'écart. Ils me déçoivent pas mal pour le coup. On passe maintenant au test de la 7600 GT, toujours sur le site de Hardware FR. Déjà, ça commence mieux, ils ont choisi de prendre un Athlon FX55 pour le test, même si c'est 2 ans après sa sortie. Et oui, parce que comme je l'avais dit en introduction, la 7600 date de 2006. Pour ce qui est des tests, ils ont fait un passage sur FEAR en normal avec l'anti-aliasing x4, c'est donc pas les mêmes réglages que moi. Ce que je trouve intéressant, c'est que la 7600 GT fait mieux que la 6800 GS. Alors, c'était pas la plus puissante des 6800, mais quand même. Pour les autres jeux, on est quasiment à chaque fois sur le même ordre de grandeur au niveau des performances par rapport aux autres cartes, donc je vous affiche directement le récapitulatif et on peut voir que cette 7600 GT s'en sort vraiment bien. Elle fait quand même bien mieux qu'une 6800 GS qui est vraiment pas mal et surtout elle propose un énorme gap de performance par rapport à la 6600 qu'elle vient remplacer. D'ailleurs en conclusion ils sont plutôt contents de cette carte là et je les comprends tout à fait et personnellement sur la génération 7000 je trouve que c'est la carte qui était la plus intéressante du côté d'Nvidia parce que finalement les 7900 qui sont elles aussi sorties en 2006 étaient très chères pour un haut de gamme qui faisait moins bien que les cartes ATI qui étaient elles vendues moins chères. Je trouve donc qu'elles avaient pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai déjà testé tout le haut de gamme des GeForce 7000, je vous mets l'étiquette en haut à droite. J'aime bien ce qu'ils disent un peu plus loin dans la conclusion en disant que la 7600 GT est un vrai produit milieu de gamme qu'Nvidia pourrait produire en volume important et ce à bon prix. À bon prix, j'insiste, c'est quelque chose que l'on ne connaît plus en 2022 et même en 2023 maintenant. Quand on voit le prix de notre milieu de gamme à l'heure actuelle, ça me donne envie de faire encore une fois un malaise. Cette notion de milieu de gamme à bon prix, elle a vraiment disparu. Bref, ça suffira pour la revue de presse, on se retrouve face caméra pour parler un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce PC de 2004? Comme à chaque fois, déjà, je suis très content d'avoir cette machine qui est prête, fonctionnelle et surtout assez performante. Dans ce qui est positif, déjà, c'est que je suis vraiment surpris que ces cartes graphiques qui sont quand même assez anciennes soient capables de faire du 1080p sans problème. Honnêtement, Half-Life 2 1080p tout à fond avec l'anti-aliasing x4, et ça tourne sans broncher. Alors ça pour le coup ça m'a vraiment étonné, surtout que même dans une grosse résolution comme ça on arrive à être bottleneck par le processeur, vraiment c'est surprenant. À l'époque on n'avait pas vraiment des grosses résolutions comme ça, on avait quand même une résolution 4 tiers qui était de temps en temps utilisée, qui était assez gourmande, c'était la résolution en 1600 par je sais plus combien, je vous le mets à l'écrit. C'est peut-être la résolution qui s'approche le plus du 1080p, mais malgré tout on est en 4 tiers, donc c'est quand même une résolution moins gourmande. Pour ce qui est des cartes graphiques, on peut donc dire qu'elles étaient vraiment en avance sur leur temps, à tel point qu'on pouvait pas vraiment les exploiter à leur plein potentiel. Donc forcément ça me pousse à me demander est-ce qu'elles avaient réellement un intérêt ces cartes haut de gamme en 2004. Pour ce qui est de la 7600 GT c'est un petit peu différent parce que à sa sortie en 2006 on commence à avoir des écrans en 16 dixièmes qui commençaient à avoir des résolutions plus importantes. Mais en attendant cette carte graphique s'en sortait très bien elle aussi. Et maintenant on va passer au processeur et là pour le coup je suis vraiment étonné que le bottleneck soit si présent. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur mon Dream Build de 2005 avec les tout premiers dual core d'AMD
utilisés, qui pareil étaient censés être les meilleurs en gaming, un petit peu comme les Athlon 64 monocore. Mais malgré tout, on avait quand même un bottleneck qui était très présent. À l'époque où je l'avais testé, je pensais que c'était à cause de ma version de Half-Life 2 par exemple, parce que j'avais la version avec les mises à jour qui dataient de 2007-2008, ce qui fait qu'on avait un jeu qui était globalement plus lourd. Mais finalement, même avec une version de 2004, le bottleneck est très présent. Et comme je le disais, c'est quand même un problème quand on voit le prix auquel étaient vendus ces processeurs, hein, plus de 700 €, vraiment ça questionne quoi. Et surtout, je comprends pourquoi on a poussé vraiment à aller vers le multicœur, parce que les processeurs monocore, ils étaient tout simplement largués. Et ça, j'en ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo de vulgarisation sur les processeurs. Finalement, on était passé au processeur multicœur parce qu'on était un petit peu bloqué. On avait un plafond de verre au niveau des performances des monocores. Donc si on voulait améliorer les performances des processeurs, eh ben, il fallait passer par l'étape de multiplication des cœurs. Et vraiment, je suis étonné qu'on ait un bottleneck aussi fort, hein. Je me répète, mais vraiment, on était quand même régulièrement bottleneck. Surtout si on utilisait les résolutions de l'époque. Moi, j'ai forcé en mettant des grosses résolutions. Mais vraiment, si on se remet dans le contexte de 2004, on jouait principalement en résolution 4 tiers 1280 par 1024, ou du moins c'était une des grosses résolutions utilisées. Ben, même dans cette résolution-là, on avait un bottleneck très présent. Et ça, on le voit que ce soit dans mes tests ou même dans les tests qui a été fait par Hardware FR à l'époque. Malgré tout, c'est des machines qui faisaient tourner tous les jeux de l'époque et qui les faisaient tourner quand même plutôt bien. On le voit, on est en général au-dessus des 60 images par seconde quand on est dans des résolutions normales. Et surtout, hors caméra, je vous mets ça en surimpression, j'ai testé pas mal d'autres jeux, hein, notamment Far Cry que j'ai testé. J'avais aussi testé Battlefield 2 qui est sorti un petit peu après cette configuration-là. Et clairement, ce PC faisait tourner tous ces jeux sans problème avec un framerate qui était parfaitement confortable. Et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais on l'a aperçu un petit moment, le système d'exploitation que j'ai utilisé, c'était Windows XP 32 bits, Windows Pro 32 bits. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne un système d'exploitation qui était vraiment léger quoi. Au niveau de son optimisation, XP reste quand même imbattable. Et vraiment, XP c'est un système d'exploitation qu'on a eu pendant des années, qui a été performant pendant des années. Et en plus de ça, on pouvait même l'utiliser si on avait des grosses quantités de RAM avec sa version 64 bits. J'ai enfoncé des portes ouvertes en disant ça, mais vraiment XP ça reste quand même un très bon système d'exploitation. Et maintenant que je traite vraiment du hardware du début des années 2000, et ben je suis vraiment content de devoir l'utiliser pour mes tests. Allez, je pense qu'on a fait le tour de ce PC, on arrive donc à la fin de la vidéo. Je vous rappelle que je prépare une vidéo où je présente le PC rétro des abonnés, donc si vous voulez participer, il faut m'envoyer par mail des photos de vos PC rétro ou de vos setups rétro, en me donnant le plus d'informations possible dessus. Pour l'instant, j'ai assez peu de participants, du moins pas assez pour faire encore une vidéo, donc je compte sur vous. Si vous voulez participer, vous trouverez la boîte mail dans le lien Linktree en description, il y a aussi le Discord et les réseaux sociaux. Et j'insiste, il s'agit du setup rétro des abonnés, donc si vous voulez participer, il faut que ce soit des PC relativement anciens. Je dirais donc au minimum un PC qui date d'avant 2010. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette vidéo est un peu plus longue que les tests que je fais d'habitude, j'espère que ça vous aura plu quand même, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, si vous voulez mettre en avant la vidéo, n'hésitez pas à mettre le hashtag long format dans les commentaires. Allez, on arrive à la fin, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.